ministre des Finances, il dit ça va très très mal, les recettes ne rentrent pas, on est ruiné et tout. Alors il dit qu'est-ce que tu proposes? Il dit il faut augmenter les impôts. Il dit mais attends, si les recettes ne rentrent pas, c'est que les gens ne payent pas les impôts. Donc si tu augmentes les impôts, il ne faut pas payer plus d'impôts. Ah oui, mais. Et là, il a une phrase qui mériterait qu'il reste dans l'histoire, il dit méfie-toi, trop d'impôts, tu l'impôt. Et enfin, donc déjà, et en chemin, en revenant de sa bataille contre les Alamans, il se balade, il voit un lieu qu'il trouve formidable. Il trouve ça très joli, une espèce de boucle, de rivière et tout. Ah, il dit, je vais en faire ma capitale, je vais m'installer là. Et c'est Paris, c'est Lutèce. Donc c'est lui qui décide de faire Paris sa capitale. Et comme il a gagné des batailles, comme il a rétabli les finances, il devient très populaire, etc. Et finalement, les Gaulois, parce que ça se passe en Gaule, se révoltent et en font, ils en font l'empereur. Et il prend la tête des trucs et il fonce vers Rome, vers Constantinople, et il est nommé empereur de l'Empire. Et en effet, oui. Là, ce qu'on ne savait pas, ce qu'il avait caché, c'est que d'abord, à force de lire les philosophes, il s'était imprégné de philosophie, et que secondement, il y a un truc qu'il n'avait pas oublié. C'est qui avait tué tous ses cousins et tous ses neveux? Des chrétiens. Et donc, en vérité, il s'était mis à détester le christianisme, à répudier le christianisme, et il décide en tant qu'empereur de revenir au paganisme, mais un paganisme mélangé avec une philosophie platonicienne. Et il impose ça. C'est-à-dire, il se trouve que son règne va durer 4 ans, 3 ans, oui, mais pendant 3-4 ans, Rome va redevenir, avec une philosophie officielle, qui est un retour au paganisme, mais avec une philosophie platonicienne. Donc c'est vrai que c'est un personnage, voilà. Ça n'a rien à voir avec le sujet. On a parlé du passé, mais on a aussi parlé de toute la politique. Hein? Alors je sais qu'on est pris par le temps, et surtout que la personne qui vient derrière a un train. Le problème des Parisiens, c'est qu'ils ont toujours un train. Voilà, c'est le problème parisien. Moi j'ai quand même une dernière question pour en conclure. Ce livre, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Réflexions sur mon échec. Ma question, elle va être très simple, Jean-François. Est-ce que finalement, ce livre n'a pas été écrit trop tôt? Parce que, est-ce que ce bouleversement politique que vous appelez de vos voeux depuis 40 ans, c'est-à-dire la fin de la césure droite-gauche, la fin des clivages, n'est pas en train peut-être de se réaliser autour d'un personnage qu'on peut apprécier ou pas, mais est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, est-ce que votre échec, est-ce que le titre n'est pas un peu relatif? Mais malheureusement, il faut être court. Moi, j'ai essayé d'investir le plus d'énergie possible depuis 40 ans dans le fait, en effet, d'un dépassement du clivage gauche-droite tel qu'il fonctionne. Mais pas, c'est ça la différence, pas un dépassement centriste. Je veux dire par là, je pense que la vérité, pour simplifier, la vérité, elle n'est pas toujours ici, elle n'est pas toujours là. Des fois, elle est ici, des fois, elle est là, quelquefois, elle est ailleurs, quelquefois, elle est en haut. Un des endroits où elle est rarement, c'est au milieu. C'est-à-dire qu'entre le résistant et le SS, elle n'est pas au milieu, elle est du côté du résistant, fût-il communiste. Entre le stalinien et l'antistalinien, elle n'est pas au milieu, elle est du côté de l'antistalinien, fût-il très à droite. Mais elle est rarement au milieu. Donc, en ce sens, ma démarche n'est pas une démarche centriste, c'est pas, je ne propose pas de se mettre au milieu, je dis d'aller en avant. C'est-à-dire que c'est plutôt du gaulo-mondésisme, disons. D'essayer de reformuler, de remodérer gaulo-mondésisme. Donc, ce n'est pas forcément ce à quoi on assiste aujourd'hui. Cela dit, oui, il y a quand même ça. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, ce que tu m'as dit, le truc sur Macron, c'est que le mec, c'est que comme tout le monde, on ne le voyait pas venir. Quand il y avait la droite, il y a la gauche, les socialistes, les républicains, on a vécu ça. À un moment, a apparu une troisième force, qui était le Front National. Bon, troisième force. Ça a rendu fou. Le fait d'apparition d'une troisième force, ça a rendu fou, d'une certaine manière, quelque part. Bon, enfin, peu à peu, on a intégré, il y a trois forces. Puis après, il y a le quatrième. Tout à coup arrive le type, personne n'avait vu celui-là. Franchement, il y a un an, personne n'avait vu. Et il rend fou. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il rend fou. Il y a un type qui s'appelait Payon, qui n'est pas un imbécile, en plus un prof de philo, etc. Hier, il a dit, c'est avec des idées comme celle de Macron qu'on ouvre les camps de concentration et les chambres à gaz. Le mec, etc. Ça, c'est à gauche. À droite, d'ailleurs, Fillon a dû s'excuser,
ils ont fait une caricature de Macron absolument extraordinaire, où on voit d'un côté avec une faucille et un marteau d'une main, de l'autre avec le grand capital, et avec un nez crochu de juif, c'est-à-dire toute la philosophie nazie sur comment dirais, le côté, la coalition du capitalisme et du communisme dont les juifs seraient lui, il n'est pas juif du tout, Macron, mais c'est la banque Rothschild. Et on pourrait prendre d'autres exemples comme ça. Il rend fou. Ce qui est vrai, moi, c'est pas ma tasse de thé, je vous dis très franchement, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, ça l'est un paradoxe, que le vote Macron est un vote révolutionnaire. Pourquoi ? Et c'est incontestablement un aspect pour beaucoup de gens positif. Parce que le truc Macron, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, c'est très intéressant. C'est un cas très intéressant. C'est que toutes les raisons qui peuvent faire qu'on le rejette sont les mêmes raisons qui le fait qu'on y adhère. C'est-à-dire, ah oui, il a 39 ans, attendez, il n'est pas mûr, il est... Ah oui, mais justement, il a 39 ans, enfin, il y en a marre des vieux, c'est le renouvellement, etc. Oui, ou bien, il est membre d'aucun parti, il n'y a aucun parti derrière lui, donc... Ah oui, mais justement, il est membre d'aucun parti, donc il y a le fait, oui, mais il n'aura pas de majorité avec lui. Ah ben oui, enfin, on va sortir des parlements où il y a une majorité qui décide au canon et il n'y aura pas de majorité. Et c'est pour ça que je dis quelque part ça vote révolutionnaire, qu'on se soit compte, parce que s'il est élu, Macron, si par hasard il est élu, la droite éclate, le centre éclate, la gauche éclate et les institutions éclatent. Et donc c'est une recomposition, mais il y est pour rien. C'est malgré lui, c'est ce que représenterait son élection. Et c'est une recomposition absolument totale. Alors moi, je ne suis pas du tout ma tasse de thé, mais ça, je trouve ça assez positif. Mesdames, Messieurs, je m'excuse auprès de Jean-François Kahn parce qu'il est arrivé un peu de retard par la difficulté de trouver des lieux. On pourrait discuter avec lui.